Bienvenue pour ce TAM 93. Aujourd'hui, on accueille Ondine Sakonas, donc, que je remercie pour sa venue, qui est chef de mission à Première Urgence internationale. Et donc, elle va nous parler de son rôle dans l'ONG et des missions. Donc, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, merci Lily. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà. Vous voyez là la présentation, hein? Ouais, c'est bon. Ok, super. Donc, je m'appelle Ondine Sakona, je suis chef de mission à l'ONG pour l'ONG Première Urgence internationale, PUI, actuellement en RCA, depuis environ 3 mois. Donc, je vais vous présenter un peu mon parcours, comment je suis arrivée d'étudiante à je vais vous présenter l'ONG Première Urgence internationale. Ensuite, comment fonctionne l'humanitaire et comment est-ce qu'on répond à des urgences dans le monde. Et ensuite, rapidement, quels sont les enjeux et les défis principaux pour l'humanitaire actuel et à venir. Donc, mon parcours. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire BCPST, donc biologie. Puis, j'ai intégré l'école d'ingénieur en agronomie Montpellier-Supagont, à l'IRC, l'Institut de Région Chaude, qui est une formation professionnalisante qui amène à travailler notamment dans les pays en voie de développement. Et donc j'ai obtenu un diplôme en 2013 d'ingénieur en développement agricole et rural dans les pays du Sud. Et j'ai fait plusieurs stages à l'étranger, donc en première année en Grèce, en deuxième année au Pérou avec un échange universitaire au Chili, et en troisième année, ma première expérience dans l'humanitaire avec l'ONG italienne COPI en République démocratique du Congo. Donc tous ces stages ont en fait, je pense, donné le goût de travailler et de vivre à l'étranger. Et c'est ce qui a aussi lancé ma carrière d'humanitaire. Donc, suite à ce stage, j'ai continué à travailler avec l'ONG COPI à partir de début 2014. J'ai passé 2 ans au Tchad comme chef de projet, assistante à la coordination, puis chef de mission. Donc, je reviendrai plus tard sur ce que signifient ces différents postes. Ensuite, j'ai travaillé 1 an au Malawi comme chef de mission et j'ai eu envie de changer de contexte et de région du monde et d'organisation. Donc, en 2017, j'ai commencé à travailler avec Première Urgence internationale. 6 mois au Yémen comme coordinatrice des programmes, puis 16 mois en Afghanistan comme chef de mission, 16 mois en Irak, encore comme chef de mission, et puis depuis 3 mois en République centrafricaine, toujours comme chef de mission. Donc, je n'étais pas normalement censée travailler en République centrafricaine, je devais partir en Corée du Nord, où Première Urgence, c'est une des uniques ONG qui travaillent dans le pays, il n'y en a que 4 autres. Mais à cause du Covid, donc les frontières sont fermées et donc je suis venue prêter main forte à la mission RCA qui en avait besoin pour quelques mois avant que les frontières ne réouvrent. Et dans le futur, je ne sais pas encore si je continuerai dans l'humanitaire ou si potentiellement je me reconvertirai. Donc, je voulais souligner ici que malgré qu'on apprend beaucoup de choses à l'école, mais c'est vrai que beaucoup de choses, je les ai apprises pendant ces 8 ans quasiment passés dans l'humanitaire. J'ai acquis énormément de compétences, aussi bien en continu du fait de mes différentes expériences, mais aussi grâce à des formations, notamment grâce à des formations externes qui étaient proposées par Première Urgence tout au long de ma carrière. Donc, en termes de savoir-faire, j'ai pu acquérir des compétences en gestion de projet, en management, donc gestion des équipes, en administration, logistique et notamment en gestion de sécurité, qui est un domaine très important dans l'humanitaire, surtout quand on est chef de mission. J'y reviendrai. Et en représentation externe, il y a beaucoup de rencontres qui doivent se faire avec les ambassades, avec les autorités nationales, avec des bailleurs de fonds pour tout ce qui est recherche de financement. Et il y a une partie qui est extrêmement importante également, qui est le savoir-être. On apprend beaucoup en vivant dans des contextes qui sont extrêmement instables, qui sont difficiles. Il faut savoir être résistant au stress, à la pression. Il faut faire preuve de diplomatie, de patience. Donc, tout ça, on l'acquiert au cours des années. Et puis, donc, les formations dont je parlais tout à l'heure ont permis de participer à des formations en gestion de la sécurité personnelle en milieu hostile, au management, gestion des équipes, et puis sur, par exemple, la façon de mener des investigations. Ça peut être
Voilà pour mon parcours. Alors, qui est Première Urgence Internationale? Alors, Première Urgence, c'est une ONG, donc c'est une organisation non gouvernementale, ONG, de solidarité internationale à but non lucratif, donc qui ne cherche pas à faire de profit et sans aucune affiliation politique ou religieuse. Et c'est important parce que certaines ONG, elles, sont affiliées plus ou moins officiellement à un parti politique ou sont de confession religieuse. Donc, Première Urgence a été créée, au départ, c'était 2 ONG. AMI, Aide médicale internationale, qui est née en Afghanistan en 1979, et puis Première Urgence, PU, qui est née en Bosnie-Herzégovine en 92. AMI avait un mandat très médical. C'était beaucoup de médecins, d'infirmiers et autres qui intervenaient dans certaines zones d'Afghanistan, notamment à la frontière avec le Pakistan. Et en 2011, les 2 ONG ont fusionné pour donner PU-AMI. En 2015, on a officiellement acquis le nom de Première Urgence Internationale. Donc, PUI, elle a pour vocation de défendre les droits fondamentaux de la personne, tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et de venir directement aux populations victimes de catastrophes naturelles, économiques et de conflits. Et donc, notre mission, c'est d'aider toutes ces populations qui ont été touchées par ces crises humanitaires en leur fournissant donc les compétences nécessaires pour prendre leur avenir en main. L'idée, c'est demain, on aimerait pouvoir fermer toutes les missions de PUI, ce qui voudrait dire que toutes les populations ont soit les capacités de prendre leur avenir en main, soit les gouvernements sont redevables et responsables de la prise en charge de l'avenir de leur population. Mais malheureusement, on en est très loin dans plusieurs pays. Donc, on intervient dans 23 pays, dont beaucoup de pays qui sont classés comme très haute intensité et haute intensité en termes de besoins humanitaires. Donc, PUI se base sur les besoins humanitaires qui ont été, on va dire, il y a des indicateurs qui permettent de classer les crises humanitaires en fonction de leur sévérité. Donc, et ce n'est pas PUI qui le fait de façon globale. Et donc, parmi toutes ces crises, donc on le voit sur la carte ici, tous les pays qui sont foncés, c'est les pays en très haute intensité en termes de besoins humanitaires. PU intervient dans 9 de ces pays et 23 pays au total. On voit que beaucoup de ces pays sont d'ailleurs en Afrique, mais PU intervient aussi en Corée du Nord. On le voit tout à l'est de la carte, et puis aussi en Amérique latine, ainsi qu'en Europe comme en Ukraine. On a également une mission France qui a été ouverte en 2012 pour aider les populations dans les squats, les bidonvilles et demandeurs d'asile. Et donc, en 2019, notre bilan a été de soutenir 6 millions de personnes à travers 144 projets et dans 23 pays. On arrive à mettre en place tous ces projets grâce à 200 expatriés, donc, comme moi par exemple, qui viennent de plus de 60 pays. Donc, on a plus d'une soixantaine de nationalités d'expatriés qui travaillent dans les zones. Il y a beaucoup d'ailleurs d'anciennes personnes qui sont employés nationaux et qui a acquis beaucoup de compétences et qui maintenant devient expatrié et qui peut travailler dans d'autres pays. Et au siège, il y a environ 80 salariés. Le siège de Première Urgence est situé au nord de Paris, à Agnières-sur-Seine. Et on a un budget annuel qui était de 33 millions d'euros en 2011, au moment de la fusion, et qui a pu... Et donc cet argent, il est utilisé à 94% sur les missions, des missions à l'étranger, sur la mise en place des projets, et à 6% pour les frais de fonctionnement du siège. Je reviendrai un peu sur le financement par la suite. Donc, il y a des ONG qui interviennent, par exemple, qui sont très spécialisées en plaidoyer, comme Oxfam, ou bien dans l'environnement, comme WWF, ou la santé, comme Médecins sans frontières, MSF. Et il y a d'autres ONG comme PUI qui, même si elles avaient un mandat médical à leur création, sont multisectorielles. Donc, on intervient toujours dans la santé, par exemple, sur la santé primaire, secondaire, sur tout ce qui est planning familial, accès à la contraception, soutien psychosocial. On fournit des médicaments de qualité, ce qui est, je souligne, parce qu'on trouve beaucoup de médicaments à l'étranger, dans les, je ne sais pas, en Inde, au Pakistan, en Afrique, mais la qualité n'est pas toujours assurée. Donc, Première Urgence fait toujours de l'approvisionnement international de médicaments de sources vérifiées. On travaille dans la nutrition aussi. Donc, les femmes qui sont allaitantes, qui sont enceintes, et les enfants de moins de 5 ans sont appuyés sur tout ce qui est gestion de la malnutrition. Donc, on fait de la prévention, de la gestion et du traitement.
On travaille également dans la sécurité alimentaire et dans tout ce qui est agriculture, moyens de subsistance, reprise économique. Donc, on va par exemple distribuer de la nourriture à des gens qui n'ont pas les moyens soit d'en acheter, soit d'en produire ou qui n'en produisent pas assez. Et certaines personnes qui, elles, ont la capacité de produire, qui ont accès à des terres, on va leur fournir des intrants agricoles, donc des outils, des semences, on va les former. Et, et donc, ils vont pouvoir produire leur propre vivre. Et on va pouvoir aussi aider des ménages qui, par exemple, ont une activité autre que l'agriculture, on va dire par exemple un couturier, mais qui n'aurait pas assez d'argent soit pour réparer ou pour s'acheter une machine à coudre. Et donc, on va faire ce qu'on appelle un transfert monétaire, on va lui donner de l'argent pour qu'il puisse lui-même acheter sa machine et relancer son activité économique et pouvoir générer des revenus qui lui permettent de subvenir à ses besoins. Dans le secteur de l'eau, hygiène, assainissement, on travaille de façon intégrée, notamment dans nos centres de santé. Donc, par exemple, un centre de santé où on va fournir des soins et des médicaments, on va aussi faire un forage qui va permettre au centre de santé d'avoir accès à de l'eau à tout moment. Ce qui n'est pas le cas. J'ai visité récemment un RCA, un centre de santé qui n'avait pas accès à l'eau et donc il fallait que le personnel se déplace à plus de 500 mètres avec des bidons pour aller chercher de l'eau et le ramener au centre de santé. Donc, quand on imagine que ce centre accueille aussi des femmes qui accouchent, on se rend compte que c'est très compliqué à leur niveau. On travaille dans le domaine de la protection, alors aussi bien protection transversale, parce que de toute façon, c'est au cœur de notre mandat, on se doit de protéger les gens pour qui on met en œuvre les programmes. Et il y a aussi des activités de protection sectorielles, où par exemple, bon, PUI le fait pas beaucoup, mais il y a certaines ONG qui sont spécialisées dans le fait de, par exemple, aider les populations à retrouver des papiers d'identité des personnes qui fuir des conflits ou des catastrophes naturelles, n'ont pas forcément le temps, n'en ont pas déjà en fait à la base de papiers d'identité et s'ils doivent traverser des frontières pour se réfugier dans les pays voisins et ensuite revenir dans leur pays, s'ils n'ont pas les papiers nécessaires, ils se trouvent coincés. Et donc on a des ONG qui les appuient dans ce domaine. Et ça appartient au domaine de la protection. Ensuite, Première Urgence aussi travaille de façon plus légère, dans moins de pays, on va dire, sur l'éducation, la gestion de camps de déplacés ou de réfugiés et la réhabilitation ou reconstruction d'abris. Ça peut être des maisons, par exemple, qui ont été abîmées ou détruites pendant des conflits armés ou à cause de catastrophes naturelles. Donc, PUI, contrairement à d'autres ONG comme MSF qui, eux, ont des financements propres, ils ont beaucoup de partenariats avec des institutions type des institutions privées et ils ont beaucoup de dons de particuliers. Ça leur permet de ne pas dépendre d'autres bailleurs de fonds. Ils ont accès directement à leurs propres fonds. Par contre, Première Urgence a besoin de proposer des projets à des bailleurs de fonds qui vont ensuite donner de l'argent à Première Urgence pour mettre en œuvre ces projets. Donc, nous, on obtient de l'argent notamment des agences américaines, de l'Union européenne, des Nations unies. Donc, l'UNHCR, par exemple, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est l'agence qui s'occupe de tout ce qui est réfugiés dans les pays et les camps. Le PAM, c'est l'agence qui va s'occuper de tout ce qui est distribution de vivres alimentaires, mais aussi la logistique. Donc, si moi j'ai besoin de partir sur le terrain en RCA, sachant que les routes sont dans un très mauvais état et la sécurité n'est pas acquise sur ces routes, je vais devoir prendre un avion qui est financé par le PAM pour pouvoir me rendre dans la zone. Le gouvernement français aussi nous appuie. Le CDCS, c'est le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères français. L'AFD, c'est l'Agence française de développement, qui est une banque qui va financer des projets de plus long terme. Donc, on met aussi bien en œuvre des projets d'urgence, qui seront des projets de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, et des projets plus de développement, qui vont être plutôt des projets de 3 ans, 4 ans, 5 ans, sur par exemple un programme d'agriculture qui va être en plusieurs étapes, où on va d'abord identifier les besoins, faire des études agraires, de diagnostic agraire, distribuer ensuite les semences, former les bénéficiaires, les agriculteurs, les accompagner tout au long de la récolte, les appuyer pour accéder au marché. Donc voilà, vous comprenez, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps, contrairement à des projets d'urgence où on va distribuer des médicaments ou distribuer de la nourriture sur une période donnée, par exemple de 4, 5 ou 6 mois. Et donc nous, on a très peu de fonds propres.
Donc, comment est-ce que ça fonctionne de façon générale l'humanitaire et quels sont aussi les types de projets qu'on a pu mettre en œuvre ces dernières années? Il faut comprendre qu'on a déjà des valeurs essentielles qui sont communes à toutes les ONG, donc les principes humanitaires, les standards éthiques, et puis assurer la sécurité des équipes notamment, et puis des bénéficiaires. Donc les principes humanitaires, je les survole, mais globalement, les 5 principaux, c'est humanité, neutralité, impartialité, indépendance, do no harm. Le do no harm, c'est le fait de ne pas nuire aux populations en les aidant. Parfois, on fait plus de mal que de bien en appuyant des populations. On doit s'assurer que ce n'est pas le cas. Indépendance, impartialité, neutralité, donc c'est le fait de s'assurer que l'aide humanitaire ne peut pas être détournée ou elle doit être tournée vers les populations, quelle que soit leur nationalité, leur religion, et on ne doit surtout pas prendre parti au conflit armé. On est aussi indépendant et on ne prend pas parti à des objectifs qui pourraient être liés à une instrumentalisation de l'aide humanitaire. Certains gouvernements pourraient dire qu'ils veulent financer une région plus qu'une autre parce qu'il y a un agenda politique du gouvernement en question derrière. Les standards éthiques, donc là, je liste ceux de PUI, mais ils sont globalement partagés par la plupart des ONG. Il y a un code de conduite. Donc, ce code de conduite va nous dire, par exemple, qu'on n'a pas le droit de travailler sous l'emprise de l'alcool ou que les drogues sont à 100% prohibées ou que la prostitution est interdite. Donc, si un collègue national ou expatrié enfreint ce code de conduite, c'est considéré comme étant une faute lourde et on doit se séparer de cette personne. On a également des politiques de PEAS, donc ça c'est la protection contre l'exploitation et abus sexuels, une politique anti-fraude et corruption, de protection de l'enfant, de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Celle-ci est très récente et j'y reviendrai à la fin de la présentation. Et un mécanisme d'alerte si on a besoin de faire remonter par exemple un cas de fraude que quelqu'un aurait identifié et l'alerte remonterait au niveau du siège. Il y a aussi donc, la gestion de la sécurité qui est extrêmement importante, notamment dans les contextes très instables où on intervient. Donc, par exemple, en RCA, récemment, j'ai dû mettre en place, ou réviser en tout cas, un plan de contingence et de gestion de crise du fait qu'on est en pleine période électorale et que la situation s'est très fortement dégradée depuis le mois de décembre. Donc, on doit mettre aussi en place des mesures de sécurité et s'assurer qu'elles soient bien suivies par les équipes, par les partenaires et que les bénéficiaires aussi soient appuyés en toute sécurité. Et on détermine des lignes rouges. Il y a certaines lignes qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, si par exemple, on nous demande d'intervenir, on veut intervenir dans telle zone, mais on sait que la zone, elle est criblée de mines, et puis que la route n'est pas sécurisée, qu'il y a régulièrement des braquages ou d'ONG, qu'il y a eu des pillages, il y a eu des personnes enlevées ou assassinées. On va devoir analyser la prise de risque par rapport aux besoins humanitaires dans la zone. Notre mandat, c'est vraiment d'appuyer la population, mais tout en s'assurant que nos équipes le font d'une façon sécurisée. Donc, c'est toujours compliqué de trouver le juste milieu. Donc, comment est structurée une ONG? Il faut imaginer qu'une ONG, c'est un peu comme une entreprise qui aurait un siège en France et puis la filiale à l'étranger. Donc, on a un chef de mission, qui est mon rôle en ce moment, qui va avoir des adjoints et comme vraiment une entreprise, un département financier, un département logistique, audit, un département sécurité et des départements techniques pour tout ce qui est suivi, par exemple, un coordinateur qui va être en charge de coordonner les activités en eau, hygiène, assainissement. Et ensuite, il y a des bases qui sont gérées par des coordinateurs terrain qui sont directement sous ma responsabilité. Et c'est là où les projets vont être mis en œuvre. Donc, les bases sont sur le terrain dans des provinces différentes de la capitale. Alors que la coordination, là, le chef de mission et ses adjoints et tous les autres coordinateurs sont basés en capitale. Et je voulais revenir sur le fait que l'humanitaire s'est beaucoup professionnalisé ces dernières années. On engage plus de volontaires, de stagiaires, de personnes qui veulent s'engager pour un an dans l'humanitaire. On a besoin de gens qui sont spécialisés, qui ont souvent des bac plus 3, bac plus 5, que ce soit en management, en administration ou des ingénieurs qui vont pouvoir vraiment venir en appui de la population locale. Parce que depuis les vingtaines, trentaines, quarantaines d'années que les ONG interviennent, il y a beaucoup de compétences qui se sont créées, développées
est maintenu dans ces pays. Comme je le disais, il y a même donc des collègues nationaux qui maintenant qui viennent de pays instables, qui maintenant peuvent occuper des postes d'expatriés. Donc, on veut vraiment des personnes qui ont des capacités aussi de former les équipes nationales qui vont pouvoir un jour prendre leur place. L'idée, c'est comme je disais, c'est de fermer la mission un jour où c'est les personnes elles-mêmes qui peuvent prendre en charge, prendre leur avenir en main. Donc, comment on met en œuvre nos projets? S'il y a une crise qui a été identifiée, on va aller faire une analyse de la situation des besoins, on va faire des enquêtes auprès de la population, auprès des différents acteurs. Ça va nous permettre de définir le type d'activité qu'on veut mettre en œuvre, de quelle façon, avec quels indicateurs, comment est-ce qu'on vérifie nos indicateurs. Et ensuite, on va présenter ces activités aux bailleurs de fonds. Si c'est accepté, on va pouvoir signer le contrat et mettre en œuvre donc le programme en mobilisant toutes les ressources dont j'ai parlé, donc les collègues qui travaillent en capital et sur les bases. Et puis, une fois que le projet est conclu, donc ça peut durer 1 an, 2 ans, comme je le disais, on va évaluer les résultats et on va aussi faire des ateliers pour déterminer ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, pour améliorer le projet que l'on mettra en œuvre par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de projet. Donc maintenant, je vais parler un petit peu des projets qu'on a pu mettre en place pour avoir une idée un peu plus précise de ce que fait une ONG dans l'urgence. Alors, en Irak, en 2019-2020, donc il y a eu l'invasion par la Turquie du nord-est syrien et donc des personnes se sont réfugiées au Kurdistan irakien, notamment dans le camp de Bardarache. Et quand les personnes arrivent dans un camp, évidemment, elles n'ont plus accès à des moyens de générer des revenus, elles n'ont pas accès à de la nourriture, à des soins de santé, à l'éducation, etc. Donc, elles dépendent à 100% du gouvernement, mais le gouvernement, parfois pour des raisons politiques ou pour des questions de capacité ou d'intérêt, investit peu de moyens pour l'appui à ces personnes. Et donc, ces personnes sont complètement dépendantes des ONG. Donc, chaque ONG a souvent une spécialité et PUI avait en charge de mettre en place un centre de santé en soins primaires. Ce qu'elle a fait très rapidement, on a dû... alors là, pour le coup, la France, avec ses objectifs de répondre à cette crise, nous a permis de débloquer des fonds très rapidement et donc de pouvoir être financé sur ce projet très rapidement. Normalement, ça peut prendre jusqu'à 6 mois, voire plus, pour obtenir du financement. Donc, vous imaginez bien que si pendant 6 mois, les populations ne sont pas appuyées par les ONG dans un camp, elles n'ont pas d'autres moyens et de subvenir à leurs besoins et la situation peut vite devenir une catastrophe humanitaire. Donc, on a réussi à avoir des fonds quelques semaines suivant leur arrivée dans le camp et on a mis en place ce centre de santé. Et on a également mis en place des consultations pour des besoins psychologiques et psychiatriques parce que les personnes étaient traumatisées par leur déplacement soudain et le conflit qu'ils ont dû fuir. C'était beaucoup d'ailleurs des femmes et des enfants qui ont dû laisser leur mari, leur frère, leur père qui sont décédés. Donc, on a fourni ces soins en santé mentale et également les référencements et déplacements vers des centres de santé secondaires, tertiaires et spécialisés qui sont hors du camp. Donc, il fallait faire le lien avec les autorités pour que les autorités acceptent le fait qu'on allait déplacer ces personnes dans d'autres centres de santé et dans des hôpitaux avant de les ramener dans le camp. Pour rester dans le domaine de la santé, on a aussi d'autres ONG qui interviennent. Donc, je voulais prendre l'exemple de Emergency, qui est une petite ONG italienne spécialisée dans tout ce qui est santé, et voire jusqu'au tertiaire, jusqu'à l'hôpital, ce que ne fait pas la première urgence. Et donc, ils ont monté un hôpital des blessés de guerre à Kaboul, en Afghanistan, en 2001. Et en 2021, on voit que leur hôpital ne désemplit pas, malheureusement. Dès qu'il y a un attentat terroriste, une explosion, un conflit en province ou dans la ville, une attaque par exemple par des talibans qui, il y a quelques années, 2 ans, ils avaient piégé une ambulance en pleine ville qui a fait quand même 150 morts. Donc c'est voilà, ce type d'hôpital qui va prendre en charge tous les blessés de guerre dus au conflit. Et c'est vrai que sans cet hôpital, on ne saurait pas où les référencer parce qu'il y a
pas d'autre hôpital de la sorte qui existe dans le pays. Donc, c'est une autre illustration de ce que peuvent faire les ONG dans l'urgence dans ce genre de pays. Première Urgence appuie aussi un hôpital, donc à Ndélé, en RCA. C'est d'où je reviens il y a quelques semaines. J'y suis allée en visite. Donc, c'est une zone qui est très enclavée. Déjà, le pays est très enclavé et la zone de Ndélé est au nord-est de la RCA, est encore plus enclavée. On peut prendre par exemple un mois pour traverser le pays, pour aller de Bangui, donc la capitale, à Ndélé, par véhicule, avec plein de problèmes d'insécurité, d'embourbement, parce que les routes sont très très mauvaises. On peut dire même qu'il n'existe pas vraiment de route. On ne peut aller qu'en avion pour les humanitaires. L'avion, il n'y en a pas non plus tous les jours. Ils ne prennent pas beaucoup de monde. Donc, on voit déjà, c'est compliqué pour nous d'intervenir là-bas. Mais en fait, si Première Urgence n'appuyait pas cet hôpital, clairement, l'hôpital ne pourrait pas fonctionner parce qu'on fournit donc des médicaments, des équipements médicaux, non médicaux. On construit des latrines, des forages, on donne un générateur parce qu'il n'y a pas d'électricité du tout dans la ville. Donc, sans générateur, sans carburant, il n'y a pas d'électricité. Dans un hôpital, ça pose problème. Qu'est-ce que je veux dire sur l'hôpital? Voilà, donc c'est un hôpital qu'on appuie depuis plusieurs années et malheureusement, on ne voit pas quand est-ce qu'on pourra se désengager de cet hôpital étant donné les besoins qui restent. Et puis, un autre type de projet en Irak, toujours, donc dans le sud de l'Irak cette fois, dans l'Anbar, qui est une province qui est donc à la frontière avec la Syrie. Entre 2018 et je pense que ça continue encore aujourd'hui, on a réhabilité des maisons de personnes vulnérables qui avaient été touchées par le conflit de Daesh, donc de l'État islamique en Irak entre 2014 et 2017. Donc, c'était des maisons qui avaient par exemple plus de portes, plus de toits, plus de fenêtres, qui avaient des impacts de balles dans les murs. Donc, on a travaillé, on a été financé par le gouvernement américain pour pouvoir réparer ces maisons. Je vais vous montrer quelques photos de tout ce que je viens de parler. Hop. Voilà, ça c'était une clinique mobile en Afghanistan. Donc c'est une clinique qui fournit des soins de santé primaire, qui se déplace de village en village parce que notamment les femmes et les enfants ne peuvent pas se déplacer forcément en ville pour venir se soigner. Elles ont besoin, soit elles n'ont pas assez d'argent pour se déplacer, elles n'ont pas la capacité, ou bien leur mari ne les autorise pas, ou leur frère ou leur père ne les autorise pas à se déplacer. Donc nous, on vient à leur porte pouvoir faire ces consultations. Là, c'était la salle d'attente. Je vous rassure, c'était avant le Covid. Maintenant, on a d'autres protocoles. Je suis désolée, on ne voit pas les photos en gros. Ah. On a juste ton dossier photo. Ah, alors attends. Là? Ouais, c'est bon, là. Okay. Super, merci. Là, c'était la première photo dont je vous parlais. La deuxième photo, la salle d'attente avant Covid. Ça, c'est le camp de Bardarage dont je vous parlais. Donc, vous voyez, c'est des tentes qui ont été montées par le HCR où on intervient. Et ça, c'est donc le centre de santé avec une des ambulances qui permet le référencement vers les autres structures. Ça, c'était un projet au Malawi pour Kopi où on appuyait les populations, donc certains groupes d'agriculteurs sur l'apiculture. Là, au Malawi aussi, on avait développé un projet avec des drones. On était la première ONG qui mettait en œuvre un projet de développement de drones qui permettait de survoler des zones qui étaient inondées et donc non accessibles pour savoir combien de personnes étaient touchées et comment on pouvait les appuyer. Là, c'est la visite d'un bailleur de fonds. Encore une fois, c'était au Malawi, qui venait donc vérifier que les activités étaient bien mises en place, que comme je parlais de la professionnalisation de l'humanitaire, on est très audité, c'est-à-dire que le moindre euro dépensé, on doit le justifier. Donc, comment est-ce qu'on l'a dépensé, pourquoi? Et donc, il y a des visites de bailleurs qui viennent aussi sur place vérifier ce qu'on fait, discuter avec les bénéficiaires et autres. Là, c'était un projet pour les inondations, toujours réduction de risques et catastrophes, où vous voyez la petite échelle sur la droite permet d'indiquer le niveau de l'eau et à partir d'un certain niveau, on doit informer la population qu'il y a un risque d'inondation et donc elles doivent évacuer la zone, ce qui évite qu'ils puissent être emportés par les crues. Ça, c'était il n'y a pas longtemps en RCA pour ma visite à Ndélé. Je parlais d'agriculture et de formation, donc ça s'appelle un champ école paysan où on apprend aux populations à semer en ligne et d'autres techniques agricoles pour avoir un meilleur rendement. Donc là, par exemple, c'est de la salade. Et dans le champ d'à côté, il y avait un champ comparaison où ils utilisaient
méthode traditionnelle, c'est-à-dire semis à la volée, qui est plus rapide, mais qui du coup donne un moins bon rendement, pour pouvoir comparer les deux. Ça, c'était à l'hôpital de Ndélé, dont je parlais, où il y a beaucoup de besoins, avec les médecins-chefs de district et le médecin-chef de l'hôpital. Ça, c'était mon équipe au Congo. Et ça, c'était une façon, on se déplaçait sur le terrain à moto pour pouvoir aller visiter les différents villages quand on faisait nos enquêtes. C'était un moulin qu'on avait donné dans le cadre d'un projet agricole aussi, où vous voyez, on transforme en fait le manioc en farine. Et donc les femmes, on appelle les mamans africaines, venaient faire la queue pour pouvoir participer enfin, bénéficier de ce moulin. Et donc la personne qui l'utilise accéder à ce service. Et ça, c'était lors d'une enquête auprès d'un village pour identifier des besoins sur un projet aussi agricole. Hop, je reviens à la présentation. Donc, je voulais discuter des principaux défis. J'en ai pour quelques minutes, comme ça je tiens dans les 30 minutes. Donc, les principaux défis qui sont actuels et puis qui vont arriver dans les années à venir, c'est évidemment tout ce qui est climat et environnement. Et ça, je le lis beaucoup à l'augmentation de la démographie et donc à la pression sur la ressource naturelle. Parce que beaucoup des ressources naturelles, en fait, sont la cause de conflits, alors soit des conflits très localisés, comme par exemple entre agriculteurs et éleveurs transhumants, parce que la transhumance fait que les éleveurs doivent passer d'un pays à un autre et d'un village à un autre sur certains chemins. Mais ces chemins sont de plus en plus grignotés par les agriculteurs qui ont besoin de terre pour produire leur nourriture. Et donc, il y a des destructions de champs ou bien des bêtes qui sont abattues ou volées. Et ça crée. Et plus on va avoir de gens, plus on va avoir de pression sur les ressources naturelles et plus le climat va se dégrader. Ça va amener à des catastrophes humanitaires dans les années à venir. Il y a également les lois antiterrorisme qui peuvent nous contraindre. Donc, il y a beaucoup de pays comme de l'OTAN, notamment la France et les États-Unis, qui ont des règles très dures pour s'assurer qu'il n'y ait pas de financement du terrorisme. Et donc, ça passe par des lois contre l'envoi d'argent, par exemple, en Irak ou en Syrie. Et nous, on intervient dans ces deux pays. On a besoin d'obtenir de l'argent pour pouvoir payer nos staffs, pour mettre en œuvre les activités, pour louer des véhicules, etc. Et maintenant, on doit fournir tellement de justifications qu'on n'arrive pas à envoyer facilement de l'argent dans ces pays et ça bloque nos activités et donc les populations. Ce genre d'embargo ou de loi antiterrorisme puisque l'aide humanitaire ne leur parvient pas ou moins facilement. On a beaucoup de contraintes administratives également de la part des pays hôtes. Les procédures pour les visas se complexifient, le prix augmente, il y a des taxes sur les revenus des expatriés, des protocoles d'accord qui doivent être très stricts, qui sont signés avec les gouvernements. Donc tout ça aussi retarde beaucoup l'aide humanitaire. Et ça risque vers une tendance à la complexification plutôt qu'à la simplification de ces procédures. Et évidemment, je ne vais pas entrer en détail, mais comme vous l'imaginez, le Covid impacte beaucoup le secteur et les populations dans les pays qui sont déjà affectés par d'autres types de en RCA depuis. Donc déjà, dû au Covid, il y avait eu une augmentation des prix sur les marchés, des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Et du fait de l'insécurité actuelle, à cause de la période électorale, la route qui rejoint donc, du Cameroun à Bangui, sachant que Bangui est complètement dépendante des approvisionnements du Cameroun, la route est bloquée par des combattants. Et donc, les prix ont pris, par exemple, 100% sur certaines denrées alimentaires. Donc, on s'approche d'une crise économique et sociale très forte dans le pays. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous rendre sur le site de Première Urgence Internationale qui décrit toutes ces missions et qui a aussi les offres d'emploi. Il y a le site d'Alain Boinet que je recommande, qui est le fondateur de Solidarité Internationale, c'est une autre ONG française, où il y a beaucoup d'informations sur l'humanitaire et sur les défis dont je viens de parler. 2 sites de Coordination Sud et Relief Web avec des informations, encore une fois, sur l'humanitaire et des offres d'emploi.
Et si vous avez des questions, donc là, vous allez avoir une séance de questions-réponses, mais si vous avez des questions suite au TAM, n'hésitez pas à contacter Lily, et puis elle m'enverra, elle les compilera, elle me les enverra, et je répondrai quand j'aurai un petit peu plus de temps. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même à allumer votre micro ou dans le chat. Ok, moi je vais commencer du coup moi par une question. Justement, pour revenir sur le Do No Harm, si je ne me suis pas trompée, ça me fait penser au tourisme humanitaire. Et donc, savoir ce que tu en pensais justement je ne sais pas si on peut appeler ça des ONG, mais qui proposent des stages ou même pour payer et aller faire de l'humanitaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, justement, ça, pour moi, c'est vraiment, enfin, l'humanitaire, c'est professionnalisé et on n'a pas besoin de personnes qui viennent dans les pays qui peuvent faire plus de mal que de bien et qui peuvent créer des systèmes parallèles d'aide qui ne sont pas efficaces et qui ne sont pas appropriés pour les populations. Enfin, je ne sais pas si ça a bugué pour tout le monde, mais j'ai pas eu la... Enfin... Ouais, c'est moi qui... Là, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, donc je disais non, je ne suis pas du tout pour ce genre de proposition. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une loi qui vient de passer pour éviter ce genre de tourisme humanitaire. Alors, on peut faire de l'écotourisme où il y a des structures qui, si on va dormir dans une auberge, qui, elles, participent à des projets pour appuyer la communauté locale. Ça, c'est très bien. Mais aller payer pour construire un puits en Afrique, non, clairement, c'est plus faire de mal qu'autre chose. On crée un système d'aide parallèle, ça peut aussi participer, on ne sait pas ce qui se passe derrière, on sait participer à des réseaux autres auxquels on ne peut pas participer, des réseaux de financement de prostitution, il y a beaucoup de trafic d'êtres humains également. Donc, si on ne le sait pas, il vaut mieux éviter de se rendre dans ce genre de structure. Merci. J'ai une question. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Une question, vous avez évoqué dans le début de votre présentation la possibilité de vous reconvertir pour faire autre chose que l'humanitaire. Comment dirais-je, pour quelle raison vous n'arrivez pas à vous projeter forcément dans cette activité sur du moyen terme? Parce que c'est très éprouvant peut-être comme métier. Exactement. C'est très éprouvant et ça ne permet pas non plus une vie de famille très facile. Donc, je n'ai pas encore décidé vraiment, j'allais me reconvertir, mais ça pourrait être une idée de pouvoir se stabiliser dans un certain pays et de mettre aussi en œuvre les compétences, d'utiliser les compétences que j'aurais pu acquérir dans toutes ces années d'humanitaire pour faire quelque chose de différent. Et effectivement, c'est un métier qui est très, très éprouvant, très fatigant. C'est intense, on travaille, on est humanitaire tous les jours dans le code de conduite. En fait, il est clair que 24 sur 24, 15 jours sur 7, on a des projets, on représente l'organisation, notamment sur des postes de chef de mission, on a responsabilité. Là, en RCA, j'ai 35 expatriés, 230 staffs nationaux, un budget à peu près 8 millions et une situation de crise à gérer du fait de l'insécurité. Donc, c'est vrai que c'est un travail qui est très fatigant et je ne suis pas sûre de pouvoir le faire encore de très nombreuses années. Du coup, il y a beaucoup de turnover dans le personnel, enfin dans les personnes sur place. Il y a beaucoup de roulements. Je crois qu'elle ne m'a pas entendu. Oui, ça a l'air de rouler. On ne vous entend pas bien. Oui, moi non plus. Là, c'est bon? Oui, on n'a pas entendu la réponse. Ou peut-être n'avez-vous pas entendu ma question? Non. La question, voilà, c'était… c'est ça. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Du coup, il y a beaucoup de turnover, j'imagine, dans le personnel de PUI. Comment ça se passe? C'est vrai que sur les missions, on reste en général 6 mois, 1 an, allez, 2 ans
au plus. C'est souvent un problème d'ailleurs qui est remonté par les collègues nationaux qui, eux, voient passer, en l'espace de peut-être s'ils restent 5 ans avec l'organisation, ils peuvent voir passer 3 ou 4 managers. Donc, c'est souvent un problème. Donc, on essaye de s'assurer d'avoir des procédures qui sont bien en place, écrites, avec des manuels, pour éviter que chaque personne refasse la roue à chaque fois, réinvente la roue. Mais c'est un souci qui est remonté par les équipes, mais bon, c'est difficile de le contrer. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, parce que depuis notre place de privilégié là, en France, ça nous paraît vraiment important et exceptionnel. Bravo. De quoi, pardon? Je disais, je vous félicitais pour votre travail, parce que vu d'ici, ça paraît tellement fou, enfin tellement compliqué, hein, ce travail humanitaire, que ça force l'admiration. Merci. Mais c'est passionnant. C'est aussi, moi, enfin, c'est tellement incroyable. On vit beaucoup de choses ici, au-delà d'aider la population. C'est vrai qu'on travaille à l'étranger, on vit des choses qu'on ne vivrait jamais si j'étais restée en France. Alors, on est coupé de ses amis, de sa famille, on est loin de chez soi, et parfois on vit dans des conditions qui sont très difficiles, hein, notamment sur le terrain, là d'où je reviens en RCA. À NDL, il n'y a donc pas d'électricité, donc on dépend d'un générateur qui n'est pas mis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des parfois, on se retrouve pris dans des tempêtes de sable, il y a des chaleurs qui sont extrêmes ou du froid extrême dans d'autres zones. Il y a des zones qui sont extrêmement polluées. On peut se trouver complètement isolé, donc comme une zone comme NDL. On est enclavé, et au sein de l'enclavement, du fait de l'insécurité, on est souvent confiné dans la base, et on peut faire quelques sorties pour visiter les activités, appuyer les équipes et rencontrer les bénéficiaires, mais de façon assez rare. Donc, c'est vrai que c'est des équipes qui sont très engagées et qui sont dans des conditions très difficiles. Mais au-delà de ça, on vit des choses qui sont incroyables, on rencontre des gens incroyables, on visite des pays qui sont magnifiques, et on a accès à des choses assez exceptionnelles. Donc, voilà, c'est le revers positif de tous les sacrifices qu'on peut faire dans ce type de métier. Merci. Merci à vous. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat ou en allumant le micro, il n'y a aucun souci. Bonjour, donc, je m'appelle Emmanuelle Dorcival, je suis avec ma collègue Louise qui m'a parlé de la conférence. Donc voilà, je suis arrivée un peu après le début, je suis désolée, j'espère que je ne vous ferai pas répéter quelque chose. Déjà, merci pour l'intervention et pour toutes les indications, c'est super enrichissant. Écoutez, comme la remarque d'avant, moi j'admire beaucoup ce que vous faites, et ça m'inspire à tel point que j'aimerais vraiment, enfin c'est la direction que je prends depuis plusieurs années. Voilà. Donc, je suis en ingénierie aussi, en école d'ingénieur, et je voulais savoir au niveau de l'emploi, enfin, comment, parce que j'entends beaucoup parler, par exemple, de l'Institut Bioforce à Lyon, qui forme les humanitaires, et plus j'entends parler, plus j'ai l'impression que beaucoup de gens arrivent à rentrer grâce à ça. Enfin, c'est un vrai tremplin. Mais je me demande s'il y a vraiment une plus-value, et si, qu'est-ce que vous en pensez, et merci pour le site là que vous avez proposé. Je vais regarder avec attention. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de l'embauche? Qu'est-ce que vous pensez des critères et de comment y arriver pour un premier emploi? Merci. Alors, justement, déjà, il y a effectivement besoin d'ingénieurs. C'est le type de profil qui pourrait correspondre à l'humanitaire. Moi, je n'ai pas fait Bioforce parce que j'étais déjà dans une formation qui amenait à travailler dans les pays, dans les pays du Sud. Et donc, j'avais quelques modules déjà sur la gestion de projet, sur comment monter un budget. Même si c'était assez rapide, j'avais quand même quelques notions. Et mon stage m'a permis de continuer avec Copy, et donc de rentrer par cette voie-là. Mais c'est vrai que certaines personnes qui sont spécialisées dans un domaine, par exemple, voilà, ingénierie en génie civil, n'ont pas forcément eu de module sur l'humanitaire, le monde de l'humanitaire, qui est quand même complexe et varié. Donc, Bioforce, c'est un bon tremplin parce que ça permet d'utiliser les compétences acquises en école pour les compléter avec celles du milieu de l'humanitaire, pour pouvoir voir comment mettre en œuvre ces compétences au sein d'une mission humanitaire. Et donc, Bioforce aussi a beaucoup de contacts, je pense. Je ne connais pas bien l'école, mais je connais beaucoup de collègues qui l'ont fait. Donc, sur une formation de 6 mois ou 1 an, qui permet vraiment ensuite de pouvoir appréhender le milieu de l'humanitaire. Donc,
je recommanderais effectivement, si l'école n'a pas du tout de module ou de contact avec des ONG, de pouvoir se tourner vers. Il y a soit ça, il y a soit des personnes qui travaillent qui ont étudié le droit, qui ont fait un master en droit humanitaire, si je ne me trompe pas, à Aix-en-Provence. Donc c'est souvent ça. Il y a souvent soit des gens qui ont fait Bioforce, soit qui ont fait le master à Aix-en-Provence, qui ensuite arrivent soit à trouver un stage, soit un premier emploi. Donc pour un ingénieur en génie civil, ça peut être. On avait par exemple en Irak une personne qui était coordinatrice en tout ce qui était infrastructure, réhabilitation. On a des projets où on construit des choses, on les réhabilite. Donc, on a ce genre de besoin dans l'humanitaire. Après, je vous conseille de contacter Bioforce, de leur demander ce qui pourrait convenir comme formation complémentaire et de regarder un petit peu sur le site des ONG et donc de Coordination Sud, des Relief Web, les types de postes qui peuvent être proposés et ce qui pourrait vous intéresser. Ok, merci beaucoup. Donc, je le répète, une première Écoté, métier de communicant. On a un service de communication au siège. On n'a pas vraiment, nous, en tout cas pas après urgence, de poste dédié à la communication sur le terrain. Par contre, il y a des ONG comme Oxfam, comme je disais, qui sont notamment très liées à tout ce qui est plaidoyer, qui vont faire des actions de communication. Je pense que eux, sur le terrain, ont également des postes, mais il y a des postes au siège, notamment de PUI et d'autres ONG, parce qu'il y a des besoins en communication. Comme je le disais, Première Urgence, ce n'est pas une ONG qui a beaucoup de fonds propres, donc ils ne mettent pas l'accent énormément sur la communication pour faire des actions de collecte de fonds, par exemple, mais il y a d'autres activités de communication on est aussi redevable envers nos bailleurs de fonds, donc on fait des articles pour exposer ce qu'on a fait dans tel ou tel projet, dans telle ou telle zone. Mais on fait aussi des newsletters où on explique au grand public ce qu'a fait Première Urgence avec certains thèmes. Et on a une newsletter plus technique qui décrit de façon plus scientifique, on va dire, plus technique, les activités qui sont menées, la recherche, etc. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok. Ok, bon, je vais te reposer une autre question. Du coup, je voulais savoir si tu avais si tu pourrais nous faire part d'un exemple où tu as eu un souci, par exemple, une mission qui était prête, c'était prévu d'aller quelque part et pour une raison X ou Y, justement, comme tu disais, à cause de l'insécurité, mais qui avait finalement mal été gérée. Est-ce que ça arrive de devoir tout annuler au dernier moment? Ou souvent, ces choses-là sont prises en amont et justement réfléchies à l'avance, bien à l'avance, pour qu'il n'y ait pas de problème finalement à ce niveau-là. Alors, on analyse le contexte sécuritaire au jour le jour, mensuellement, etc. On avait identifié tous les problèmes qui allaient se passer. Donc, on avait un plan. On a perdu Ondine. Hop, je suis revenue. Ouais, c'était la connexion. Ouais, donc je disais, donc on a un plan de contingence qu'on a mis en place pour la RCA. Donc, on avait identifié plusieurs scénarios. Donc, on savait que potentiellement la situation allait se dégrader fortement et que si ça se dégradait à tel point, on allait par exemple évacuer nos collègues, donc évacuer ou relocaliser. Donc, relocaliser, ça veut dire d'envoyer nos collègues du terrain vers la capitale, et évacuer, c'est partir de la capitale ou du terrain ou ailleurs vers un autre pays. Et on a donc mis en œuvre d'autres activités, c'est-à-dire qu'on a renforcé
nos malles de sécurité. Donc, c'est des malles qui sont dans les maisons où on habite et dans les bureaux où on travaille, qui ont assez à manger pour 3-4 jours, à boire et des médicaments. Si jamais on devait se confiner pendant 3-4 jours, soit dans notre maison, soit dans un autre lieu de regroupement. Qu'est-ce qu'on a? On a fait le lien avec toutes les autorités, toutes les ambassades, l'ambassade de France, avec les Nations Unies et autres, pour savoir quoi faire en cas de crise. Et donc, tout ça a été préparé en amont et ça nous a permis en fait d'éviter l'évacuation, alors que certaines ONG, de façon préventive, ont préféré choisir l'évacuation. Et donc, on a pu continuer à mettre en œuvre nos activités, notamment parce qu'on intervient dans la santé à Bangui, dans la capitale, et à Ndélé. Et on ne pouvait pas se permettre de tout arrêter, de mettre en pause, sachant que les populations ont d'autant plus besoin de nous quand tout le monde s'en va et quand il y a l'insécurité et les prix des denrées et autres, et l'arrêt de tout ce qui est transport commercial qui est en cours. Donc, si en plus les ONG partent de façon préventive, on ne peut plus respecter notre mandat. Donc, on a vraiment… Mais comme je disais, la ligne est fine. C'est difficile de trouver l'équilibre parce que est-ce que je mets mes équipes en danger si je ne les évacue pas, alors que les populations ont besoin de nous? Oui, mais il faut que je puisse assurer la sécurité des équipes. Donc, on a fait le choix de rester sur place et de continuer à travailler et donc de renforcer les mesures de contingence. Et heureusement, on a pu du coup continuer à mettre en œuvre nos activités. On a juste relocalisé pendant quelques semaines les équipes qui étaient à Ndélé parce que elles, leur seul moyen de partir de la zone, comme je disais, c'est l'avion. Et donc, on ne pouvait pas se permettre de se dire que juste au dernier moment, on pouvait prévoir un avion pour les renvoyer à Bangui. Et là, ils ont tous pu rentrer sur le terrain et on travaille de façon plus ou moins normale, malgré le fait que nous, on a aussi un couvre-feu à 18h, mais qui n'est pas lié au Covid, qui est lié à l'insécurité. Le gouvernement a instauré un couvre-feu national à 18h sur l'ensemble du pays. Donc, on compose avec, mais on continue à travailler. Ok, merci. Voilà. Donc, Pauline travaille au siège de Première Urgence. Elle est adjointe de la personne qui est en charge de tout ce qui est carrière et management des carrières, notamment des expatriés qui partent en mission. Et elle est en charge de faire le lien aussi avec les écoles pour recruter les collègues. Donc, elle complète ce que j'avais pu dire. Elle a plus d'informations que moi sur le sujet. Bon, du coup, encore une question. Tu as parlé donc, que tu devais aller en Corée du Nord normalement, mais qu'il y avait très peu d'ONG là-bas. Pourquoi il y a si peu d'ONG? C'est le gouvernement là-bas qui bloque tout ou... C'est complexe. C'est un pays qui est extrêmement fermé et qui refuse toute aide extérieure, en tout cas de façon officielle. Mais dans les années 90, il y a eu une énorme famine qui fait que le gouvernement n'a pas eu le choix, a laissé mourir un peu la population pendant quelques années. Et après, n'a pas eu le choix que de se tourner vers l'aide alimentaire. Et de façon très paradoxale, c'est les États-Unis qui ont envoyé le plus d'aide alimentaire dans le pays. Mais en contrepartie, ils voulaient que les ONG puissent intervenir. Parce que beaucoup d'aides avaient été données au gouvernement directement, sauf qu'on ne sait pas, il n'y a aucun moyen de monitorer ce que… et d'autres types d'aides d'ailleurs. Donc, des ONG ont commencé à ouvrir des missions là-bas, dont Première Urgence qui, je pense, s'est implantée là-bas en 2001 ou 2002. Et puis, mais voilà, c'était certaines ONG qui ont le droit de s'implanter et puis et le gouvernement reste extrêmement fermé et ne veut pas avoir… Il pense que tout le monde vient pour l'espionner et pour prendre parti à tout ce qui est prise d'information sur leur programme de développement nucléaire et autres. Donc, et nous, on intervient de façon… C'est très compliqué d'intervenir en Corée du Nord. Il faut pouvoir…
tout est un compromis, tout doit être autorisé par le gouvernement, et en même temps, nous, on a des lignes rouges dans le pays pour pouvoir intervenir en se disant qu'on appuie la population sans dos nos armes et sans prendre part aux objectifs qui peuvent être très différents du gouvernement. Donc, on a le droit, par exemple, d'aller sur le terrain une fois toutes les 2 semaines, mais on refuse que les activités soient mises en place si on ne va pas sur le terrain. Voilà. Donc, c'est des négociations avec beaucoup de diplomatie, ce type de mission. Mais on continue à y rester parce qu'on pense, en tant que pays, qu'il y a des besoins qui restent en Corée du Nord et que si toutes les ONG partent parce qu'elles ne veulent pas, parce que pour elles, c'est trop polémique d'intervenir en Corée du Nord, alors là, pour le coup, on ne saura plus ce qui se passe et on ne pourra plus intervenir en cas de famine ou en cas d'autres épidémies et de problèmes graves dans le pays. Donc, PUI maintient sa position et on espère pouvoir y retourner autour de juin, septembre. Je pense que ça va dépendre de la vaccination Covid et de son efficacité. Je ne sais pas. Par contre, pour la question de la Chine et des Ouïghours, il y a, à mon avis, peu d'ONG internationales qui travaillent sur la question directement en Chine. J'avoue que je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais je pense que c'est effectivement également très fermé et que de temps en temps, il y a une organisation qui fait un plaidoyer, hein, qui tire la sonnette d'alarme sur la situation extrêmement difficile des Ouïghours. Parce que finalement, on parle de camps entre guillemets, de concentration ou de travail de Ouïghours, et c'est la même chose en Corée du Nord. Ils ne veulent pas le reconnaître, mais il y a également des camps de travail, de concentration. Alors, ce n'est pas des Ouïghours, ce n'est pas une communauté particulière en Corée du Nord, c'est des personnes qui sont considérées hostiles au régime et qui sont aussi maintenues dans ces camps. Mais évidemment, on ne peut pas y avoir accès et une ONG comme Première Urgence ne pourra pas travailler dans ces camps pour subvenir aux besoins de la population, malheureusement. Mais on fait ce qu'on peut dans les zones où on a le droit d'intervenir, qui sont déjà très compliquées en Corée du Nord. Okay. Et il y avait du coup une autre question dans le chat aussi. Donc, Anne-Catherine, qui te remercie et donc qui voulait savoir quelles étaient les qualités indispensables pour s'engager dans une ONG. Je dirais, alors, pouvoir s'adapter à tout contexte, tolérance, être extrêmement tolérant, très calme et très patient. On intervient dans des contextes où les personnes n'ont pas du tout la même culture, pas la même éducation, pas même le même accès à l'éducation. Je dirais même en RCA, malheureusement, les personnes ont eu très peu d'accès à l'éducation, donc ça fait qu'ils sont quasiment formés que par les ONG qui sont là. Nous, Première Urgence, on est là depuis 2007. On a des gens qui travaillent avec nous depuis 2007 et je dois dire que le niveau reste toujours relativement bas, malgré toutes ces années. Et donc, si on n'a pas ça en tête et si on n'a pas une tolérance de la patience, de l'empathie, on ne peut pas travailler très longtemps dans ce genre de pays. Il faut être très résistant aussi au stress et à la pression. Comme je vous dis, c'est un métier qui épuise, hein, qui est très fatigant du fait de son intensité. Donc, il faut pouvoir rester calme à tout moment. J'ai vu beaucoup de gens s'emporter et ça a pu créer des incidents sécuritaires, notamment un Italien qui a prononcé des insultes en italien, mais qui se comprenaient en français. C'est dans un pays francophone en Afrique. Et il a failli être tabassé parce que ça a touché vraiment enfin, c'était très émotionnellement très difficile pour la personne qui a entendu ces insultes. Et donc, pour lui, c'était une insulte parmi tant d'autres. Mais ça a touché la personne qui a failli devenir très violente. Donc, ouais, je dirais ça. Bon, bah, cette dernière question va clore ce thème. Merci beaucoup pour ta participation. Merci à tous, à votre écoute, à vos questions. Très intéressant. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, même si pour les côtés recherche d'emploi et autres, Lily pourra vous mettre en lien avec moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, moi, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'humanitaire aussi, c'est en parlant avec des anciens étudiants qui ont présenté leur parcours et ça m'a passionnée et ça m'a donné envie de faire un stage et donc de continuer dans l'humanitaire. Donc, avec plaisir. Merci beaucoup.